Je m'appelle Indran Amitanaigam. Je suis le conseiller aux affaires publiques ici à l'ambassade des États-Unis. Il n'existe pas un sujet public qui ne soit plus important pour les échanges quotidiens dans les sociétés démocratiques que la liberté d'expression. Et c'est le grand thème qui va être débattu ce matin avec des panélistes qui se passent de présentation en la matière. Chers invités, pour débuter cette table ronde, j'ai l'honneur d'introduire le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis en Haïti, M. Brian Shookan, dans ses propos de bienvenue. Au début de ce mois, nous avons marqué la Journée mondiale de la liberté de la presse. Pour célébrer cette date importante et les valeurs qu'elle représente, je suis heureux de vous accueillir tous à l'ambassade américaine pour cette table ronde sur la liberté d'expression. Je voudrais souhaiter une spéciale bienvenue au cher journaliste et écrivain France Duval, éditeur en chef du Nouvelliste, Rudy Edmé, chroniqueur au quotidien Le National, et Émilie Prophète, directrice de la Bibliothèque nationale d'Haïti et écrivaine, qui se joindront aux agents de nos sections politiques et des affaires publiques pour discuter de l'importance de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Pour commencer, j'aimerais lire un extrait du premier amendement à la Constitution des États-Unis, l'un des 10 qui forment notre Déclaration des droits, le Bill of Rights. Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice, ou restreignant la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation de ses torts. Aux États-Unis, ces mots sont bien connus, mais nous continuons à les utiliser parce qu'ils sont si importants dans la façon dont notre démocratie fonctionne. En lisant ce texte, même si c'est probablement à la 100e fois, je suis encore étonné par sa puissance. La liberté, les libertés énoncées dans le premier amendement dépassent le droit américain. Ce sont des valeurs démocratiques universelles. Pour nous en particulier, la liberté d'expression et de presse sont vitales pour rendre notre gouvernement responsable devant le peuple. Bien que le premier amendement existe depuis plus de 200 ans, il continue encore de soulever des questions sur la façon dont nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que cette déclaration signifie aujourd'hui pour nos démocraties? Quel rôle les journalistes et les citoyens doivent-ils jouer pour que la liberté d'expression et la liberté de la presse soient protégées? Comment devons-nous enseigner à nos enfants le droit ainsi que leurs responsabilités civiques? Alors que nous débutons la table ronde aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ces questions et à examiner les façons dont la liberté d'expression et la liberté de la presse ont évolué en Haïti, aux États-Unis et à travers le monde. Je vous invite également à envisager les défis constants auxquels sont confrontées ces libertés. Sans la liberté d'expression, cette table ronde ne serait pas possible. Alors, je vous remercie encore une fois d'être venu et de participer à une discussion aussi importante. Nous sommes impatients d'entendre vos avis. Merci beaucoup. Merci, M. Brian Shookan, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti. Bon, on va commencer le débat avec mon ami, M. Rudy Edmé. D'abord, je commencerai par souligner l'importance de la liberté d'expression au double plan individuel et collectif. Au plan individuel, c'est-à-dire que quand un enfant parvient à un âge où il peut s'exprimer, eh bien les parents sont fiers, les gens sont contents parce que cet enfant-là commence à exister. J'ai envie de dire comme l'autre, je parle donc je suis.
Et à partir du moment où on peut s'exprimer, on fait un acte, justement, on pose carrément un acte je dirais, on existe en tant que conscience, on existe en tant que sujet. J'ai commencé par cet exemple très simple pour vous montrer que, finalement, lorsque cet enfant-là va grandir, qu'il va devenir un professionnel, il va devoir pouvoir s'exprimer. Je vais utiliser un terme un petit peu apparemment choquant, pouvoir se vendre. C'est-à-dire, si vous allez travailler quelque part, il y a une interview à faire, eh ben, il faut pouvoir justement dire pourquoi vous voulez ce job. Tout ça fait partie justement de cette capacité qu'on doit avoir à s'exprimer, à parler, à dire qui on est et ce que l'on veut. S'exprimer, c'est aussi se projeter. S'exprimer, c'est aussi un pouvoir. Le langage, c'est un pouvoir. Pouvoir convaincre, pouvoir persuader. C'est très important. Tous les rapports avec autrui se basent sur la capacité qu'on a à convaincre et à persuader. Vous avez sûrement vu à la télévision des procès où des avocats pouvaient, grâce à leur capacité à s'exprimer, sortir leurs clients des situations les plus compliquées. Pour vous dire que vous-même, jeunes, qui voulez être journaliste, par exemple, c'est la chose la plus importante, justement, c'est de savoir écrire avec rigueur et savoir aussi parler. Ce sont des éléments qui sont fondamentaux. Maintenant, la liberté d'expression dans une communauté, c'est important aussi, parce que il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir de progrès sans qu'il y ait confrontation d'idées, sans qu'il y ait ce que les gens qui nous ont invités ce matin aiment appeler le brainstorming. Je crois que c'est très, très important que les cerveaux puissent se frotter à partir justement de la confrontation. On dit tout souvent que du choc des idées jaillit la lumière. Donc c'est très important que vous puissiez comprendre l'intérêt et l'importance d'une liberté d'expression qui est consacrée par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par les articles 10-11 de la Déclaration des droits de l'homme en France. Et c'est très important de comprendre cette liberté, mais elle implique aussi une certaine gravité, une certaine responsabilité. J'aime dire souvent à mes étudiants que trop de liberté est liberticide. C'est-à-dire que si on ne sait pas gérer la liberté, eh bien, on peut la perdre. Donc je crois que la liberté implique donc, c'est ce qui est très important, la notion de responsabilité. Vous avez en main, ou bien sur le clavier de votre ordinateur, ou bien derrière le micro, une responsabilité puisque vous parlez à des centaines de milliers de gens. Je me souviens une fois que je montais je descendais la route de Delma, j'ouvre ma radio et j'entends un flash. Une radio qui dit « Attention, on magouille qu'a fait qu'on y a un conseil électoral. » Alors l'information est lancée et je vous dis, mes amis, dans l'espace de quelques minutes, je vois des gens, des grappes de gens descendre de tout Delma et qui s'agglomèrent sur la route justement sur la grande route, et j'ai senti le danger. Et je me demandais dans quelle mesure ce flash avait été vérifié. Parce que cette information qui était donnée comme ça à vif pouvait à n'importe quel moment provoquer un dérapage. C'est pour vous dire l'intérêt, l'importance que vous avez quand vous travaillez sur l'information et la nécessité pour que cette information soit crédible, la nécessité pour que justement cette liberté dont vous jouissez, qui est le bien le plus précieux, je pense que mes deux amis autour sur la table seront d'accord avec moi, qu'on a pu avoir après le départ de la dictature, si on n'a pas eu autre chose, mais au moins on a eu cette liberté d'expression. Elle est donc précieuse. Il faut donc la conserver. Et pour la conserver, il faut être crédible. Surtout dans des pays comme Haïti, où, par exemple, la faiblesse institutionnelle fait que souvent, la radio, surtout la radio, fait tout. Les gens ont des problèmes de justice, ils vont à la radio. Les gens ont toutes sortes de problèmes. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme si la radio palliait aux déficiences institutionnelles que nous avons. Donc, pour vous dire la responsabilité, justement, du journaliste. Un autre élément que je voudrais signaler avec vous, il y a donc beaucoup d'opportunités. Bien sûr, si vous êtes de bons journalistes, si vous arrivez à être excellent,
vous pourrez un jour, comme Franz, rencontrer Maradona. Il y a sûrement un certain prestige, n'est-ce pas, Franz, dans la profession de journaliste. Ça veut dire que mais il faut travailler, il faut de la rigueur, il n'est pas donné à tout le monde d'arriver à ce statut si, justement, on ne bosse pas tous les jours. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément que je voudrais signaler pour vous, c'est les menaces qui peuvent exister, justement, par rapport à cette question de liberté d'expression. Il y a des menaces. Les menaces, aujourd'hui, en dehors des menaces qui ont toujours existé, par exemple, par le fait que dès qu'on est journaliste, eh bien, on a une cible. Ça a toujours été ainsi. En Haïti, je peux vous dire, depuis Félix Darfour, donc depuis Boyer. D'accord? Quand on est journaliste, on a une cible. Mais je veux dire que l'époque que nous vivons, il y a d'autres menaces. Et ces menaces sont, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, il y a des grands groupes, justement, qui concentrent l'information, qui contrôlent. Il y a aussi le problème dans les pays pauvres, la vulnérabilité du journaliste qui n'a pas les moyens et qui se fait facilement séduire. Je pense qu'Emilie en parlera un peu plus en détail. Je lui laisse parler de ça. Il y a d'autres menaces que les réseaux sociaux aujourd'hui. Les citoyens prennent l'information directement en main. Donc, c'est une concurrence, c'est une compétition par rapport à ce que vous-même vous faites ou vous allez faire dans les salles de rédaction. C'est extraordinaire que les gens puissent faire leur blog, les gens puissent communiquer l'information, mais c'est aussi un problème parce que aujourd'hui, l'information, elle est à la fois abondante, mais en même temps aussi pas souvent crédible, parce que, je vous assure, mes amis, il n'y a pas meilleure information qu'une information traitée dans une bonne salle de rédaction. Donc, c'est un deuxième élément très important, d'autant plus que ceux qui consomment l'information, quand vous avez vos WhatsApp, vous recevez tout le temps des nouvelles, c'est très facile. Maintenant, on modifie les images, d'accord? Et vous savez tous, quand on voit une chose, on croit. C'est le réflexe. Et on a le réflexe aussi, automatiquement, de renvoyer ça à d'autres personnes. Et ça peut faire, certaines informations peuvent devenir létales, ça veut dire extrêmement dangereuses. Donc, récemment, il y a eu un montage qui a été fait d'avions traversant la Californie, se dirigeant, alors d'après ce qu'on a mis sur le site, en direction de la Corée du Nord. Comme quoi, c'était des grandes manœuvres en vue d'un conflit. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, des journalistes de France 24 ont pris l'information, l'ont décodée, ont montré que c'était un Photoshop et qu'il s'agissait tout simplement de la patrouille de France qui avait fait une démonstration en Californie. Alors, c'est pour vous montrer qu'on a aujourd'hui d'autres sources d'informations qui sont multiples et qui peuvent nous faire une concurrence, justement, aux médias. Et qui fait que le plus souvent, le public aujourd'hui peut s'abreuver à toutes sortes de sources, pas forcément pures. Donc, je crois que c'est un autre élément qu'il faut considérer aujourd'hui comme les menaces par rapport à cette liberté d'expression. Un autre élément que je voulais vous signaler, c'est que pourquoi j'insiste sur le mot fiabilité et aussi sur le mot crédibilité, parce que c'est ce qui va sauver la profession. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les fake news. Et aujourd'hui, il devient même, je dirais, séant de s'attaquer à la presse pour pouvoir réussir, pour pouvoir être je dirais, pour gagner une élection. On peut dire que la presse, c'est ce qui m'empêche de gagner l'élection, et on peut gagner l'élection. Je dis ça très, très rapidement, très sommairement, pour vous montrer que avant, quand on avait la presse avec soi, c'était quelque chose d'important, mais maintenant, on peut se permettre de s'attaquer à la presse en étant populaire. Vous suivez mon regard. Donc, tout ça pour vous dire que on a besoin de l'information sûre. Vous regardez ce qu'a fait Mediapart en France, qui a permis justement de révéler certaines choses. Regardez ce qui s'est passé récemment avec la chaîne Arte, qui a fait une enquête sur la manière dont on détournait les fonds de l'aide européenne au profit de multinationales allemandes. Le journalisme crédible, le journalisme d'investigation, eh bien, apporte une certaine vérité. Et comme dit
une phrase célèbre dans un livre saint, la vérité qui est affranchie. Voilà donc, chers amis, ce que je voulais vous dire ce matin, puisqu'il y a deux excellents collègues qui vont parler après moi, pour vous dire d'abord, premièrement, l'importance de l'information crédible, fiable. Deuxièmement, la responsabilité que vous avez dans le traitement de cette information. Il n'est pas donné à tout le monde, comme je vous dis, d'être un grand journaliste. Ça demande du travail, ça demande de la rigueur, ça demande que vous vous améliorez tout le temps. Et la troisième chose, l'impact de l'information dans des pays aussi polarisés que le nôtre, où justement les institutions sont très faibles et où une parole maladroite peut provoquer des émeutes. Donc, la liberté d'expression, comme Rudy l'a signalé tout à l'heure, est le meilleur acquis, l'acquis le plus abouti après 1986, qui a vu le départ des Duvalier en Haïti. Donc, cet acquis a été consacré par la Constitution de 1987 et aucun gouvernement démocratiquement élu ou pas n'a pu modifier cette donne. Donc, la liberté d'expression, c'est le droit reconnu à chacun d'exprimer ses pensées, ses idées, ses croyances, et pour la presse, d'informer, c'est-à-dire de rapporter les faits, de dire la vérité, de faire des analyses de situation et de prévoir les conséquences éventuelles de faits, de décisions à la lumière d'expériences de comparaison. La liberté d'expression n'est nulle part un droit absolu. Et ce sont les diverses exceptions et limitations qui l'entourent qui aident à comprendre véritablement ce qu'elle est. Je vais faire appel à la littérature, bien sûr, et je vais convoquer Anthony Phelps ce matin. Anthony Phelps, c'est un poète haïtien et très âgé d'ailleurs, qui a passé 90 ans. Il a écrit en 1968 dans un livre qui s'appelle « Mon pays que voici », qui a été réimprimé en 2007 aux éditions Mémoire d'Encrier à Montréal. Le fameux vers « Il est venu le temps de se parler par signes ». Et ce vers-là a été l'illustration la plus éloquente du contrôle de la dictature, de la production de pensées et de paroles. En 1986, après le départ des Duvalier, on s'est mis à parler, à tout dire. Et par tous les moyens possibles, la radio, la télévision, les journaux, les livres, la production d'ouvrages en Haïti a augmenté de manière exponentielle après 1986 et ça va rester comme ça entre 1986 et 1990. Nous avons eu à cette époque-là beaucoup de production, mais on était surtout dans ce qu'on appelle une poésie engagée. La poésie, il était d'abord question de parler de l'état du pays, de parler de la politique, comme s'il fallait dire tout ce qu'on n'avait pas pu dire pendant un petit peu plus de 30 ans. Et évidemment, cette poésie-là a plutôt disparu aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant dans la production de pensée, dans la littérature, c'est que la décantation s'opère tout seul. Toute seule, la décantation se fait toute seule et il y a des poètes qui restent et d'autres qui disparaissent. Georges Castrat, par exemple, a beaucoup produit à l'intérieur de l'époque dont je parle. Vous allez retrouver encore les poèmes de Georges Castrat dans la bouche de très jeunes personnes, de personnes comme vous. Et il y a d'autres poètes qui ont disparu, je ne dirais pas heureusement, mais je le pense. Il y a eu aussi la multiplication des médias, des radios et des télévisions particulièrement. Beaucoup de tentatives de création de magazines, de revues qui se sont vite essoufflées pour des raisons qui peuvent facilement être expliquées. Et bien sûr, Internet est arrivé et a constitué un énorme progrès pour la liberté d'expression et pour l'intégration. La participation au débat public, participation qu'il faut questionner chaque jour, mais qui a son utilité. Le rôle des médias de 1986 à 2010 a été extrêmement important dans les choix politiques de la population. Pourquoi jusqu'à 2010, d'après moi, et on fera le débat tout à l'heure si vous ne pensez pas comme moi, parce qu'à partir de la deuxième décennie du millénaire, grâce aux réseaux sociaux,
Il y a eu une sorte d'autonomie dans l'expression et dans la pensée, et nous avons vu arriver au pouvoir en Haïti des élus, pas qu'en Haïti, des élus qui ne plaisent pas, et loin de là, à certains secteurs qui généralement arrivaient à rallier la majorité à leur point de vue. Les gens ne suivaient plus les consignes de certains leaders d'opinion, de maîtres à penser qui disaient que tel candidat n'était pas bon ou qui faisait tout pour montrer à la population qu'un tel ne peut pas être un élu de la République. Mais la population votait comme elle sentait et les débats sur les réseaux sociaux étaient extrêmement enrichissants. Et en 2010, par exemple, il n'y avait qu'à aller sur Facebook, aller sur les réseaux sociaux, et on savait déjà que le prochain président de la République serait Michel Joseph Martelly. Donc, les gens ont acquis une forme d'autonomie, donc ils produisaient de la pensée, ils produisaient de l'information, et ils produisaient des remarques, ils échangeaient entre eux, et ça créait quelque chose d'à part qui n'avait rien à voir presque avec ce qui se disait dans les médias. Donc, la circulation rapide de l'information, les informations fabriquées, inexactes, probables ou improbables, qui polluent les réseaux sociaux et qui piègent quelquefois les médias classiques, a créé des situations bien embarrassantes. Les articles 313 à 322 du Code pénal haïtien ont semblé au sénateur Edwin Zeni de la 49e législature, ensuite à tous les honorables sénateurs de la 50e, ne pas pouvoir endiguer ce flot d'opinions, d'interprétations dont l'impact sur l'image, sur l'amour-propre, vous savez que l'amour-propre est salissant, sur l'amour-propre, l'honneur, l'intégrité est très, très négative. Donc, dans la nuit du 14 au 15 mars de cette année 2017, les sénateurs de la République ont voté presque à l'unanimité une loi sur la diffamation. Et voici ce projet de loi que je vous ai amené ce matin, mais vous le connaissez déjà. Et la diffamation par voie de presse et les offenses envers les autorités publiques, qui sont considérées comme des délits, font encourir aux fautifs des peines de travaux forcés, d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans. La loi prévoit aussi ce qu'on appelle la mort civile. Cette loi prévoit la mort civile et aussi la mort professionnelle. Ça veut dire que vous ne pouvez plus exercer si vous êtes condamné pour diffamation. Vous ne pourrez plus rien faire. Et ceux-là qui seront condamnés aussi, on utilise le conditionnel, qui pourraient être condamnés parce que cette loi n'est pas encore en vigueur, et eh bien, ne pourront pas être candidat à des postes électifs. La mort professionnelle pour les journalistes, la mort civile, ce qui est extrêmement grave, et on ne peut que constater que ce sont des peines extrêmement lourdes. La presse s'est beaucoup émue de cette loi qui n'est pas encore en vigueur, qui a rappelé beaucoup de mauvais souvenirs. La population, beaucoup moins. Sans doute est-elle du même avis que ceux qui scrutent et analysent à longueur de journée l'évolution des moyens de communication de l'Internet et qu'ils comprennent, comme la Cour suprême des États-Unis qui a conclu dans un rapport qu'il s'agit d'une conversation sans fin à laquelle participent les autorités qui ne sont néanmoins pas capables de contrôler la dynamique. Il y a quelque chose qui se passe grâce aux médias sociaux, grâce à Internet, qui est difficilement contrôlable parce que ça se passe ici, ça se passe ailleurs. Donc, il n'y a plus de frontières. Donc, les gens, peu importe, vont continuer à s'exprimer. Il y aura de la diffamation, il y aura des injures, mais les gens vont continuer, je vous le promets, à parler, à exprimer leurs opinions. Donc, nous avons dit au début de cette communication que la liberté de la presse était l'un des seuls acquis d'après le 7 février, mais cet acquis est fragilisé par beaucoup de facteurs, parmi lesquels, évidemment, l'opacité dans laquelle évoluent les médias, la faiblesse et la non-diversification des activités économiques. Les publicités ne suffisent pas souvent pour faire fonctionner ces médias. Et
il est à craindre que les groupes qui peuvent arrivent à influencer les politiques éditoriales. Et aussi, et il faut le dire, même si ça peut paraître politiquement incorrect, il y a la vulnérabilité des journalistes. Les traitements offerts aux journalistes par les médias ne suffisent pas. Les journalistes n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les journalistes ne gagnent pas assez. Donc, ils sont corruptibles et peuvent être à la solde d'une personne ou d'un groupe. Il y a aussi, mis à part cet élément extrêmement important dont il faut débattre, le manque de formation. Le manque de formation des journalistes. L'Association des journalistes haïtiens reste une association clandestine par rapport à la masse de journalistes qui travaillent tous les jours. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de médias, il y a des médias électroniques, il y a des radios, il y a des télévisions. C'est une situation qui devrait changer dans les prochains mois, qui aurait déjà dû changer, parce qu'avec le numérique, on va avoir une réduction du nombre des médias. Parce que les médias qui ne pourront pas produire des contenus ne pourront plus exister. Qu'il s'agisse de télévision ou de radio, pour exister, il va falloir créer des contenus qui va permettre le développement des industries culturelles et créatives. Et créer ces contenus va faire qu'il existe de nouveaux emplois. Donc, il y aura des sociétés de production. Donc, les médias qui utilisent des contenus pris d'autres télévisions, particulièrement des télévisions francophones des Amériques, comme les télévisions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ne pourront plus utiliser ces contenus. Donc, il y aura, et ça c'est gagné, malheureusement, beaucoup de médias qui vont disparaître. Donc, cette association, l'association des journalistes, qui reste une association clandestine, je disais, par rapport à la masse de journalistes qui évoluent sur le terrain, et le code d'éthique de l'Association des journalistes haïtiens est absolument méconnu. Donc, les politiques veulent se protéger. Les politiques craignent ce qui est aujourd'hui un problème mondial, que l'on appelle les fake news, que Rudy a évoqué tout à l'heure, et s'ajoutent chez nous les scandaleuses fuites d'informations au plus haut niveau de l'État. Quand les journalistes reçoivent sur leur téléphone via WhatsApp ou d'autres applications, il y en a tellement, des copies de documents qui auraient dû être confidentiels. C'est vrai que c'est vexant pour l'État, mais en même temps, ils ont la preuve de ce qu'ils avancent. C'est vrai que beaucoup de monde se fâche, mais en même temps, il y a un véritable problème à résoudre au plus haut niveau de l'État avant de dire que les journalistes vont trop loin. Il y a certainement des journalistes qui vont trop loin. Quand on écoute les talk-shows dans différents médias, des journalistes qui font des analyses, là, on est, toutes les 5 secondes, il y a un scandale, il y a un procès qui pourrait être fait. Donc, il y a les fake news. Donc, la loi sur la diffamation va peut-être être votée par les députés et publiée dans le journal officiel, entrée en vigueur. Elle effraie de par les sanctions qu'elle prévoit et bien sûr, elle ne peut contrer ni les rumeurs, ni les légendes urbaines que les politiques, sans que les journalistes n'en parlent, viennent eux-mêmes démentir dans les matinales et les éditions de nouvelles. Parce que des fois, la rumeur est là, l'information circule sur les réseaux sociaux, et monsieur le sénateur X, monsieur le député X, monsieur le ministre X se croit obligé de se faire inviter dans une matinale, la matinale de Magic 9 par exemple, là je parle de moi, ou dans une édition de nouvelles un peu plus classique pour se défendre de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, de ce qui reste des rumeurs et qui pourrait être oublié bien vite. Donc,
il y a aussi que les conscrits de la République, les grands commis aussi, ils, sans le vouloir, peut-être sans y penser, ils contribuent à ce bouillonnement, à cette soupe qu'on cuisine tous les jours, chaque jour, avec chaque fois un petit peu plus d'ingrédients, etc. Et aussi les scoops, n'oublions pas, un scoop, ça se fabrique aussi. Donc, ces scoops-là, et ces informations-là, ces prises de parole qui font courir la ville, donc, ils contribuent aussi, sans le vouloir, sans y penser, à élargir la tache d'huile. Donc, la liberté d'expression, généralement, est une construction et un combat quotidien. La liberté de la presse est spécifiquement une construction et un combat quotidien. Nous ne pouvons pas oublier Jean-Dominique, Brignol-Lindor et tant d'autres, Jacques Roche. La tentation de faire taire habitera toujours certains groupes, certaines personnes. Ça, c'est normal et ce n'est pas qu'en Haïti. Vouloir faire taire certaines personnes, vouloir qu'on ne parle pas de certains sujets. Donc, cette tentation habitera toujours les gouvernants, peu importe les idées politiques, peu importe qu'ils se disent de gauche, de droite ou du centre, populaire, populacier, populiste. Donc, cette tentation de faire taire, et là, on l'a vu dans l'histoire récente, donc cette tentation de faire taire va continuer à habiter ces dirigeants-là. Donc, mais l'évolution des sociétés, leur équilibre, l'expression de leur diversité passe par la liberté d'expression. Et la liberté d'expression n'est jamais un combat gagné. C'est un combat qu'il faut continuer tous les jours, tous les jours, tous les jours, et aussi il faut s'adapter aux nouveaux moyens de communication. Il faut trouver comment faire exister la presse classique, ce que j'appelle la presse classique, ça veut dire les gens qui produisent l'information d'un lieu autorisé. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il y a des gens comme Franz Duval, comme Woody Edmé, comme tant d'autres, qui produisent l'information de lieux autorisés. Ce sont des gens qui sont obligés de se conformer à une éthique, qui ne vont pas publier une information parce qu'elle circule sur les réseaux sociaux, qui vont aux sources pour vérifier, qui appelleront X ou Y pour leur dire est-ce que vous confirmez ou pas telle ou telle information. Donc, on a besoin de cadrage, de normativité pour la liberté d'expression, mais en même temps, cette liberté d'expression qui se manifeste dans les réseaux sociaux, par tous les moyens, par la rumeur, elle est utile aussi, parce qu'elle alerte les journalistes et ce sont ces journalistes-là qui vont offrir le produit fini à la société, à la collectivité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas directeur d'administration publique comme Madame Prophète, je suis journaliste, je suis éditorialiste. Alors moi, chaque fois qu'on dit liberté d'expression, je dis tout de suite que je suis pour la liberté d'expression sans aucune forme de restriction. Je suis pour la liberté d'opinion, je suis pour la liberté de penser, je suis pour la liberté de la presse sans aucune forme de restriction. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de trop, il n'y a pas de choses qu'il ne faut pas dire. On a le droit de tout dire. Maintenant, je suis aussi comme journaliste, comme éditorialiste, comme responsable pour l'existence d'une loi pour cadrer la liberté d'expression. Dans le cas d'Haïti, il y a le code pénal qui déjà le fait. Madame Prophète a cité tout à l'heure les articles 339, 336 du code pénal, enfin, qui disposent des délits en la matière. Je suis totalement contre la nouvelle loi qui a été votée au Sénat en mars dernier, parce que cette loi veut aller à l'encontre de tout ce qui existe en Haïti depuis une trentaine d'années, depuis l'adoption de la Constitution de 1987 et depuis le départ de la dictature. Le problème avec la loi, ce n'est pas tout simplement son existence, mais c'est surtout son essence qui pose problème.
La loi que le Sénat a votée, qui est en examen au Parlement chez les députés. L'essence de cette loi tire sa source de lois qui ont existé en Haïti, particulièrement du temps de l'occupation américaine, période spéciale parce que le pays était occupé par une force étrangère, et cette force étrangère qui s'occupait de l'administration, ce n'était pas la MINUSTAH, c'était quelque chose de plus marqué, c'était quelque chose de plus fort. Les Américains contrôlaient les douanes, les Américains contrôlaient les finances. Haïti avait un président élu, Haïti avait un parlement, mais ils contrôlaient l'armée. Et les Américains avaient pris des lois pour que les autorités américaines en poste en Haïti ne soient pas injuriées dans la presse, ne soient pas mises en accusation dans la presse. Et ces lois, Adi-Jean Gardier les a citées dans un article récent dans le Nouvelis, datent de 1922, de 1924, de 1926, de 1929. Toutes ces lois sont des lois prises pendant la période de l'occupation, mais c'était des lois pour protéger des étrangers qui étaient dans un pays occupé. L'esprit de ces lois, comme je l'ai dit, c'est pour ne pas manquer d'égard à l'autorité. Et malheureusement, c'est ce même esprit qui préside dans la loi votée par le Sénat, ce qui signifie que les sénateurs, les autorités actuelles, s'estimeraient presque un pays occupé, parce qu'on n'a pas le droit de leur manquer d'égard. Parce que la diffamation, ce qui est sensible avec la diffamation, de la façon dont la nouvelle loi veut établir le délit de diffamation, ce sera à l'appréciation du juge. Ce sera à l'appréciation de ce qu'ils appellent dans la loi d'un comité, j'essaie de trouver le terme exact, mais un comité, bon, je vais trouver le terme, une commission de délit de diffamation. Alors ici, quand on dit commission, ceux qui sont aussi âgés que moi pensent à la commission spéciale. C'est une commission qui siégeait au caserne des Salines. C'était la SD, c'était la police politique de Duvalier. Et c'est cette politique qui devait décider si vous étiez un ennemi ou un ami du gouvernement. Mais en réalité, chaque fois que vous arriviez devant cette commission, c'est que vous étiez déjà un ennemi. Ce qu'on allait décider, c'était est-ce qu'il fallait vous tuer, est-ce qu'il fallait vous envoyer à Fort Dimanche, est-ce qu'il fallait vous garder en prison. Cette commission de délit de diffamation me laisse un très mauvais goût parce que je sais qu'ici, si c'est une commission qui doit décider est-ce qu'on a diffamé ou pas diffamé, si on doit protéger les autorités, on sait presque déjà dans quel sens ira les condamnations, dans quel sens ira les intentions de cette commission. Alors, je le disais, je suis totalement pour la liberté d'expression, je suis pour une loi, je suis pour la loi qui existe actuellement, qui est le Code pénal. J'appartiens à une institution, le Nouvelis, 119 ans, qui a toujours été concernée par la loi sur la diffamation et la presse en Haïti, toutes les lois, pendant toutes les périodes, parce que la loi, jusqu'à présent, ne disposait de délit de presse que dans la presse écrite. Parce que les lois sur la diffamation et les délits de presse sont des lois anciennes, il n'y avait pas encore la radio, il n'y avait pas encore la télévision, il n'y avait pas encore Internet. Alors en Haïti, à chaque fois qu'on dit délit de presse, c'est le Nouveliste qui est concerné, c'est le National qui est concerné, c'est les imprimés qui sont concernés, parce que le délit ne peut être commis que dans la presse imprimée. Alors le Nouveliste a une longue expérience de ce genre d'accusation. Le Nouveliste a été fermé pendant l'occupation américaine parce que le journal avait manqué d'égard aux autorités américaines. Alors on sait de quoi on parle. Le Nouveliste, tout le temps, doit faire des rectifications, c'est-à-dire quelqu'un qui estime qu'il a été lésé par un article envoie une lettre pour demander réparation. Et la première réparation automatiquement qui vient, c'est qu'on publie cette mise au point de cette personne, cette rectification, ce démenti de cette personne. C'est la façon la plus civilisée de faire parce qu'au départ, si vous êtes abonné à un journal, si un journal existe dans un pays, ceux qui lisent, ceux qui achètent, ceux qui mettent de la publicité et la société en général font confiance quelque part aux journalistes qu'ils sont de bonne foi. Et moi, je dirais, si on fait le bilan de toutes les demandes de rectification qui ont été faites au Nouvelis, en 119 ans, on verra qu'il y a eu très peu de demandes de rectification. Cette année, je n'ai pas souvenir de demandes de rectification déjà produites. Pourquoi? Parce que les journalistes font leur travail. Ce que je veux dire par là, quand quelque chose est imprimé dans un journal, quel que soit le journal, le National ou le Nouvelis, c'est un travail qui commence tôt le matin. Il y a des gens qui écoutent les radios, il y a des gens qui reçoivent des invitations, qui vont à des conférences, qui vont faire des reportages, qui reviennent, qui apportent un papier. Il y a un secrétaire de rédaction qui regarde, il y a un rédacteur en chef qui regarde, il y a des correcteurs qui regardent.
En réalité, c'est toute une machine qui se met en place et à chaque fois, il y a quelqu'un qui remarque qu'il y a une inexactitude parce qu'on a mal cité le nom du chargé d'affaires américain. Il y a une exactitude parce que l'adresse qu'on a donnée n'est pas la bonne. Il y a une exactitude parce que ce que vous dites que le président Moïse avait dit avant-hier, ce n'est pas avant-hier qu'il l'avait dit, c'était le mois passé. En réalité, pendant toute la journée, on corrige, on améliore pour arriver au plus près de la vérité. Ça peut se passer que le lendemain matin, on se réveille et puis on a vu qu'on avait raté quelque chose. Mais c'est jamais de mauvaise foi dans un journal. Enfin, dans les journaux où moi j'ai eu la chance de collaborer, c'est toujours parce qu'une erreur s'est glissée, l'erreur est humaine, et puis le lendemain, le journaliste corrige. Maintenant, ça peut se passer que le journaliste n'est pas du tout vu, ni le journaliste, ni son rédacteur, ni les lecteurs, et puis 2 semaines après, ou bien 2 jours après, on reçoit une lettre de quelqu'un qui dit « Ah non, vous avez dit quelque chose dans votre publication, c'est pas vrai. » Et là, le journal prend le soin de publier la rectification parce que c'est la vérité que nous cherchons. On peut ne pas avoir la vérité au départ, mais c'est la vérité que nous cherchons. Et à chaque fois qu'il y a une expression de la vérité qui se manifeste, on le met dans le journal et le Nouvelliste le fait depuis 119 ans pour faire des réparations pour des choses qui ont été dites qui n'étaient pas ça. Sont arrivés les médias électroniques, la radio. La radio, ce n'est pas la même chose que le journal écrit. La radio, c'est automatique, c'est tout de suite. Vous dites quelque chose et ça va tout de suite dans l'air et on l'écoute. C'est insaisissable, la radio, parce que déjà, on passe à autre chose. Moi, je crois que ceux qui ont pensé à écrire cette loi pensent beaucoup aux radios, pensent beaucoup aux émissions de Libre Tribune, pensent beaucoup à ces expressions de la liberté d'opinion qui peut-être les gênent, qui peut-être les énervent, qui peut-être met en question leur réputation facilement. C'est vrai que c'est facile d'appeler, d'avoir l'anonymat d'un appel téléphonique, aujourd'hui que maintenant tout le monde a un téléphone, et puis vous faites n'importe quelle sorte d'accusation sur X, Y ou Z. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites une accusation sur une radio, dans une émission de Libre Tribune? Si c'est vrai, il y a un deuxième auditeur qui appelle et qui va dans le même sens, et il y a un effet boule de neige. Mais si c'est un mensonge effronté, après 2 jours, rien ne reste. Parce que les journalistes, automatiquement que l'accusation est portée, les journalistes vont faire leur travail. On dénonce qu'il y a eu un chèque de 100 millions de gouttes qui a été décaissé pour la sécurité du président Moïse, pour 2 jours. La nouvelle est donnée sur WhatsApp ou bien... Mais les journalistes vont faire leur travail pour savoir si c'est vrai. Si la lettre n'existait pas, si la demande n'avait pas été formulée, si ce n'était pas vrai, la nouvelle serait morte toute seule. Maintenant, si c'est vrai, les journalistes creusent et ça va passer une semaine au haut de l'actualité parce qu'il y avait un fond de vérité. Quand je vois que certaines personnes croient qu'on peut remonter à partir de WhatsApp, trouver qui est-ce qui avait fait la première photo pour essayer de mettre cette personne en accusation, moi, je souris. Parce que les fuites ont toujours existé dans la presse. Dans quels que soient les pays, les fuites existent. Le président américain, puisque nous sommes chez lui, on peut le dire, se retrouve cette semaine confronté à 2 fuites. Une conversation qu'il a eue dans le bureau ovale, qui est le Saint des Saints aux États-Unis, avec le ministre des Affaires étrangères russe. Eh bien, 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, il y a quelqu'un dans l'administration américaine qui a trouvé que ce n'était pas bien ce qu'il avait dit et la chose est sortie dans les journaux. Le Washington Post a fait un article qui a fait le buzz. Hier soir encore, on a appris que le New York Times a sorti un article parce que le président américain aurait fait, dans une conversation, allusion à la cessation d'une enquête qu'on faisait contre un de ses collaborateurs. Cette exigence de faire les fuites, d'alimenter les fuites, va de pair avec la bonne gouvernance. Et moi, je trouve dommage que les sénateurs, nos honorables sénateurs, estiment qu'il faut empêcher tout ça. Estiment que votre WhatsApp, on doit pouvoir vous retracer, peut-être vous faire arrêter, 3 ans de prison, travaux forcés, parce que sur WhatsApp, peut-être vous avez diffamé un sénateur, la femme d'un sénateur, la mère d'un sénateur ou le sénateur lui-même. Moi, je crois que cet enrichissement que nous apportent les réseaux sociaux a ses mauvais côtés, a ses bons côtés, et permet d'enrichir le débat, mais très vite, si ce sont des fake news, comme dit si bien M. Trump, mais les fake news meurent toutes seules. Ça ne tient pas la route. Moi, je crois qu'il ne faut pas tuer la liberté pour essayer d'empêcher les fake news.
Les fake news, c'est vraiment un moindre mal. Et comme a dit Mme Prophète tout à l'heure, quel que soit ce qu'on fera, les rumeurs resteront. Parce que les rumeurs aussi, c'est des fake news. Sauf que les rumeurs ont toujours eu l'utilité qu'on connaît. La rumeur commence, on vérifie. Si c'est une rumeur, c'est une rumeur. Mais si ça peut donner une piste pour aller vers autre chose, eh bien, on utilise cette piste. Alors, je reprends. Je crois que la loi veut généraliser le délit de presse, qui ne va pas rester seulement ce qui est imprimé, mais ça va concerner toutes les formes d'expression, sans qu'on ne sache pour le moment jusqu'où ils veulent aller, jusqu'où ils pensent aller, nos législateurs. Parce que c'est une chose d'écrire un article et de dire que c'est faux. C'est une chose de dire la différence entre c'est faux et c'est diffamatoire, parce que c'est deux choses différentes. On peut faire une opinion, je peux faire un éditorial qui émet une opinion, mais il n'y a rien de diffamant. Vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion. Mais ce n'est pas ça qui veut dire ni que mon opinion soit fausse, ni que je vous diffame. Je peux trouver que l'administration est composée de voleurs. C'est diffamatoire? J'ai parlé de qui en disant l'administration est composée de voleurs? Maintenant, est-ce qu'arrivé devant un juge, le juge va prendre le temps pour bien comprendre qu'il y a 50 000 nuances de gris dans une déclaration? Il y a plein de choses qu'on peut dire et de différentes façons de le dire. Est-ce que demain matin, le nouvelliste va faire une caricature? La caricature, c'est le dessin de presse. Le dessin de presse peut interpréter la réalité comme elle veut, puisque le caricaturiste, c'est comme le peintre, c'est comme le romancier, c'est comme le poète. Enfin, il fait une interprétation de la réalité. Est-ce que demain matin, on va se retrouver devant un juge qui va analyser la caricature pour dire, bon, cette personne que vous avez mis avec un pantalon chiré ressemble au président de la République, vous lui avez manqué d'égard? Ça peut aller jusque-là, parce que ça a déjà été jusque-là. Dans d'autres pays, on voulait contrôler à tout prix la circulation de l'information et on voulait à tout prix formater la tête des gens pour que tout le monde pense de la même façon. On a été jusque-là. Nous avons la chance dans cette maison, et le chargé d'affaires vient de le redire tout à l'heure, les États-Unis, il y a cela 200 ans, ont estimé que le Congrès, le législateur, ne veut pas prendre de loi pour restreindre la liberté d'opinion aux États-Unis. 200 ans. Ça veut tout dire. Ça veut dire que dès le départ, le pays a compris dans sa construction que laisser la libre expression dans toute sa diversité était enrichissant pour la construction économique, pour la construction morale, pour la construction de l'éducation, pour la recherche scientifique, parce que quand on commence, on ne sait pas où est-ce qu'on s'arrête. Aujourd'hui, il n'y a pas de facteur religieux proéminent au Parlement, mais demain matin, on peut peut-être dire, comme c'était le cas dans la Constitution haïtienne à un certain moment, qu'il y a une religion officielle, parce qu'on avait une religion officielle en Haïti. En Haïti, on a persécuté des gens qui croyaient dans le vaudou. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ce n'est pas de votre âge, mais on a fait une campagne anti-superstitieuse en Haïti, et c'était le président de la République qui était à la tête de cette campagne. On faisait des messes, ensuite on allait brûler les onforts, ensuite on allait brûler les artefacts, ensuite on allait attaquer, ensuite on a tué les gens qui pratiquaient le vaudou ici. Ça s'est passé dans votre pays. Il y a 7 ans, on a tué des Hongans parce qu'on croyait que c'était eux qui propageaient le choléra. Ce qui signifie que dans ce pays où notre vernaculaire le dit si bien, nous sommes terre glissée, il ne faut jamais donner prétexte à qui que ce soit, encore moins à des législateurs, pour qu'ils commencent à mettre des restrictions inutiles sur des choses qui sont des acquis fragiles, parce que j'avais parlé tout à l'heure des lois de 1922, 26 jusqu'à 29 pendant l'occupation américaine, mais il y a eu aussi d'autres lois pour restreindre la liberté d'expression en Haïti, pendant la période de la transition entre Magloire estimée dans les années 50, pendant la période de la transition 57, avant que François Duvalier ne soit élu, pendant le gouvernement de Duvalier, on a restreint la liberté d'expression, et tout de suite après 1986, le Conseil national de gouvernement a pris en juillet 1986 une loi pour contrôler la presse. La dernière fois qu'on a pris une loi pour contrôler la presse, c'était en 1986. Heureusement pour nous, la presse et même le gouvernement qui avait pris la loi ont très vite compris que ce n'était pas le bon combat, ce n'était pas la chose à faire, et cette loi n'a jamais été mise en application. Personne n'a cité cette loi, personne ne s'est servi de prétexte de cette loi pour restreindre quoi que ce soit en Haïti. Est-ce qu'il y a trop de médias? Est-ce qu'il y a trop de pluralisme dans les médias?
Moi, ma réponse est simple et claire. Non, il n'y aura jamais trop de médias. Il n'y aura jamais trop de pluralisme dans les médias. Madame Prophète a fait une déclaration tout à l'heure pensant que le numérique va restreindre le nombre de médias. Moi, je crois tout à fait le contraire. Le numérique va permettre l'explosion des médias. Et on vit ça déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des sources d'information qui ne sont ni des radios, ni des télévisions, ni des journaux. Il y a des jeunes qui ont fait des écoles de journalisme ou qui n'ont pas fait d'école de journalisme, qui ont décidé un matin de faire un blog, qui ont décidé un matin de faire un site, qui ont décidé un matin d'avoir une page Facebook et qui sont aujourd'hui des producteurs de nouvelles. Moi, comme journaliste d'un quotidien, je dirais normal, je suis obligé de regarder tout ça. Je regarde Tripotaille la Caille, je regarde Réseau Nord-Est, Nord-Ouest. Enfin, je regarde tout ça parce que si je me bagarde, on m'a pris derrière. Ce que je veux dire par là, comme aujourd'hui le citoyen est devenu un producteur de nouvelles, et quand je dis le citoyen, chaque personne qui a un téléphone en main, un téléphone intelligent ou un téléphone qui peut tout simplement envoyer un SMS, il est déjà un producteur de nouvelles et il envoie des choses à d'autres qui, eux, les agglomèrent, les transforment, les publient. Bien entendu, il faut faire attention. Hier après-midi, il y a eu des images qui ont circulé. Il y avait un texte qui a expliqué ce qui s'est passé à Wanamet. On a vu des gens armés, on a cité les noms de proches du gouvernement, etc., etc. En principe, les réseaux sociaux se sont enflammés hier après-midi, vidéo et texte à l'appui. Quand le nouvelliste a appelé le directeur de la douane de Wanamet, il a dit qu'il n'y avait rien. Il y a eu une altercation et que 2 minutes après, le calme était revenu. Sauf que, entre le calme qui est revenu et les 2 minutes après, il y a quelqu'un qui a filmé. Des gens armés, revolver en main, et m'a tiré, etc., etc. Au final, il n'y avait pas de conséquences. Il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu d'échange de tirs. Mais quand on regarde le film, c'était très chaud. Voilà aujourd'hui le job des journalistes professionnels. C'est chaque jour de faire ce qu'ils font depuis presque 1000 ans. Collecter les informations, hiérarchiser les informations, publier ce qui mérite d'être publié. On ne peut pas faire autrement et le numérique ne va que nous mettre devant d'autres obligations pour vérifier et vérifier encore plus ce qui est dit. On me demande d'arrêter, alors je vais arrêter, mais pour arrêter, je vais dire une chose. Je crains l'appréciation du délit de presse par un juge, encore plus par une commission. Je dénonce totalement l'idée de mettre la prison, mais presque de façon préventive. On n'a même pas encore jugé, on a presque arrêté parce qu'on fait un délit de diffamation. Je dénonce ça. Je dénonce le fait qu'il y aura des travaux forcés, parce que travaux forcés signifie peine afflictive et infamante. Ça signifie, comme a dit Mme Prophète, mort civile. Ça dit depuis qu'on condamne pour diffamation, pas qu'à candidat à rien encore dans le pays. Moi, je trouve que cela, c'est absolument calamiteux. Je trouve que confondre un délit et un crime, c'est grave. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des sénateurs, de tous les sénateurs quasiment, parce qu'aucun d'entre eux ne s'est élevé contre cette loi sur la diffamation. Je crois que c'est très difficile dans un pays comme Haïti d'établir certaines choses. Ce que je veux dire par là, pour établir la diffamation, il faut connaître quel était le budget, quelles étaient les procédures d'appel d'offres, quels sont les résultats de ceux qui ont fait la supervision des travaux. On nous interdit quasiment tous les accès à l'information. On ne répond pas au téléphone quand on appelle pour demander des justificatifs. Et puis quand on essaie de tirer des conclusions, ça va être de la diffamation. Moi, je crois que chacun a son job à faire. Le gouvernement doit permettre l'accès à l'information, le gouvernement doit être plus disponible, le gouvernement doit avoir de vrais attachés de presse, mais quand je dis le gouvernement, ce n'est pas seulement le gouvernement, mais c'est aussi le secteur privé, puisqu'en réalité, la bonne gouvernance, ça ne concerne pas seulement le secteur public. La bonne gouvernance, c'est une bicyclette. Il faut gagner 2 pieds pour une pédaler. Secteur privé en bas, secteur public là en bas. Et pour que la liberté d'expression ait tout son épanouissement en Haïti, il faut que les 2 secteurs jouent le jeu. Ce sera pour le mieux. Merci beaucoup. Pour moi, je m'appelle Rishi Desai, je suis attaché politique et je suis le responsable dans le département d'État ici en Haïti sur la question des droits humains. Et dans ce contexte, je pense que j'ai appris que la lutte pour les droits humains n'est jamais terminée. Il y aura toujours les menaces contre la liberté d'expression et les autres libertés
Et je ne veux pas s'énoncer pour beaucoup de temps. Je voudrais avoir beaucoup de temps pour les questions aussi. Premièrement, je dois dire, je ne parle pas beaucoup de français. J'espère que vous allez m'excuser pour mes erreurs. Je pense que j'ai la liberté de m'exprimer avec beaucoup d'efforts de grammaire. Et si j'utilise les mots en anglais, c'est comme les pickles anglais sur la grille au français. Et vous allez m'accepter. Avant cette vie, avant j'étais diplomate, j'étais militant pour les droits d'expression dans un quartier à Chicago, la ville aux États-Unis. Et là, j'étais un parti d'un programme qui a promouvoir les droits d'expression pour les citoyens journalistes là-bas. Et la raison pour laquelle nous avons eu ce projet, c'est parce que le récit sur cette quartier était toujours la même chose. Quelqu'un a tiré quelqu'un d'autre. Il y a des violences, il y a des mauvaises choses. Mais ce n'était pas les histoires que les résidents de notre quartier a voulu avoir publiées. Et ça c'est partie de l'évolution de la média qui était discutée par mes collègues, Mme Profit et M. Deval. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'opportunités pour utiliser les voix de les gens, personnes de quartier, mais aussi les personnes pauvres qui ne sont pas toujours les voix qui sont dans la média. Dans ce contexte, je pense que cette explosion qui a été décrite par M. Duval, on remove les gardiens de la média. Oui, c'est que n'importe quelle personne peut publier ses avis soi-même. Je pense qu'il y a des opportunités là-bas, mais il y a aussi des défis, comme Mme Profet a dit. Il y a plusieurs des organismes médiatiques, il y a plusieurs de personnes plusieurs de compétitions aussi. Et il y a un défi qui est la crédibilité de toutes les sources ne sont pas au même niveau. Et je pense que dans cet bruit, dans cet environnement médiatique, il y a beaucoup de bruit. Et dans ce contexte, les personnes ont eu l'opportunité de choisir les faits qu'ils croient. Et ça touchait par le sujet du fake news qui est très présent. Je pense, dans le passé, on a lu les faits et choisi ses opinions. Mais je pense maintenant, il me semble que nous faisons l'opposite. Nous lisons les opinions et après ça, nous choisissons les faits. Et je ne pense pas que ça c'est la responsabilité seulement de la presse pour améliorer ça. En fait, je pense que c'est une responsabilité de société d'améliorer l'alphabétisme journalistique de la population, de discerner si quelque chose est vrai et reporté avec les codes éthiques des journalistes ou est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être qui n'est pas vrai. Je voudrais partager quelque chose entre les fondateurs de notre pays, des États-Unis, de Thomas Jefferson. Il a dit que le base de notre gouvernement est l'opinion de la population. Et le premier but devrait être de garder cette droit. Et si je devrais choisir d'avoir un gouvernement sans des journaux ou d'avoir des journaux sans un gouvernement, je n'hésiterai pas de choisir la deuxième. Mais quand je dirais ça, je dois ajouter que toute personne doit recevoir ce journal et doit être capable de le lire. Et je pense que je suis d'accord avec cette expression, cette phrase, parce que je pense que nous devrions avoir le voix de le peuple pour avoir une démocratie qui peut vraiment fonctionner. Mais j'ai décrit la situation de la fake news, de la crédibilité de la presse. Et comment est-ce que ça s'est
pertinente dans le contexte de ce débat sur la liberté d'expression. Je pense que il y a la plupart des sources, la plupart des acteurs médiatiques à créer une situation quand on choisit leur perspective, mais aussi il y a une idée que parce que je peux choisir la vérité, j'ai le droit de ne pas être vexé ou outragé ou par les autres vues, par les autres expressions. Et je pense que ça, c'est une idée dangereuse. Je pense que ça, c'est une menace contre l'idée d'expression, de la liberté d'expression, parce qu'on n'a pas le droit d'être protégé de les avis qui ne sont pas avec qui nous ne sommes pas d'accord. Ça c'est tout que j'ai voulu partager. Je pense que aussi, si je peux ajouter quelque chose d'autre, nous avons discuté les menaces contre la liberté d'expression de les gouvernements, mais aussi je pense qu'il y a des autres acteurs qui sont aussi des menaces fortes. En Bangladesh, il y a eu les fondamentalistes religieux qui ont attaqué les blogueurs laïcs, les sécularistes. Il y a aussi au Mexique, il y a beaucoup de journalistes qui ont été tués par les trafiquants de drogue aussi. Et j'espère que nous pourrons discuter aussi cet autre défi qui n'est pas seulement les organismes, le gouvernement ou l'administration au courant. Il y a aussi les menaces des autres domaines dans ce contexte, dans ce débat. Mais ça, c'est tout que j'ai voulu partager. J'espère que mon français était assez fort pour exprimer un peu, mais merci encore pour avoir pour signaler quelque chose qui se trouve dans cette loi. Et c'est peut-être la seule petite chose positive que j'ai pu trouver à l'article 10. L'article 10 dit « La diffamation commise par les mêmes moyens prévus à l'article 3 envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de leur sexe, de leur orientation. » Donc c'est peut-être la première fois que je lis une loi en Haïti où on parle de l'orientation sexuelle. C'est pas dit, mais quand on dit de leur orientation, ce n'est pas abouti, mais en même temps, j'ai réfléchi en me disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué ou qui tente d'évoluer? Est-ce qu'on parlerait finalement en Haïti de l'orientation sexuelle? Voilà, ce n'est pas sujet à débat, c'est juste une petite remarque et j'ai voulu partager avec vous pour que vous puissiez aussi aller dans ce projet de loi et essayer de comprendre un petit peu comme moi ce qu'on a voulu dire et qu'au finalement, on n'a pas totalement dit. La question de citoyens comme producteurs de nouvelles, ça pose un danger ou c'est quelque chose à célébrer? Que nous sommes dans une situation en ce moment où les citoyens eux-mêmes peuvent produire leurs propres nouvelles et vous partager à travers des médias. Moi, je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de citoyens qui proposent des nouvelles, qui produisent des nouvelles, qui partagent des informations. Et maintenant, il faut faire le tri. Et c'est la difficulté pour les journalistes, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de travail. Moi, aujourd'hui, je suis obligé de passer 2-3 heures devant un écran pour regarder qu'est-ce qu'il y a sur certains sites, qu'est-ce qu'il y a sur certains comptes Facebook, qu'est-ce qu'il y a sur certains comptes Twitter. Bon, avant, peut-être que j'avais ces 3 heures pour faire autre chose. Mais aujourd'hui, le matin, le soir, je regarde. Et si pendant la journée, il y a une nouvelle frappante, eh bien, je vais regarder. Je vais regarder aussi des informations qui sont liées à une autre information. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui concerne l'ambassade. Je sais qu'il y a 1 ou 2 comptes qui vont en parler, mais il y a 2 ou 3 personnes aussi, si ça concerne l'ambassade ou bien si ça concerne la zone de tabac, ou si ça, ils vont dire quelque chose. Alors peut-être que cela finira par enrichir ma connaissance, ma vision de ce qui se passe. Il est arrivé que le Nouvelliste commence des articles ou bien des éditoriaux en citant des tweets ou bien en citant des informations postées sur Facebook. Le président Préval est mort, eh bien, j'ai su ça en voyant la photo du cadavre.
C'est comme ça que la nouvelle m'est arrivée, mais quasiment tout de suite. J'avais déjà la nouvelle avant de parler à la famille. Le nouvelliste a attendu que la famille confirme qu'il est mort avant d'annoncer la nouvelle, mais on avait déjà les photos, etc. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est 2017. Je voulais réagir sur cette question en disant deux choses. La première chose, c'est bien que les citoyens puissent communiquer directement des informations. D'ailleurs, ça arrive souvent qu'il y a quelque chose qui se passe, surtout aux États-Unis, où il y a un policier qui maltraite quelqu'un, et puis son monde tape pas sa smartphone qui capte l'image là, et qui permettent que je une information. Donc, il y a cet instantané-là aide aussi, dans la mesure que maintenant, on ne peut pas tout faire parce qu'il y a partout des appareils qui peuvent à n'importe quel moment capter ça. Maintenant, il y a toujours le problème, c'est-à-dire il y a toujours le revers de la médaille, qui est que, par exemple, quelqu'un... Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a le rédacteur en chef d'une grande revue norvégienne qui disait, dans un débat récemment à l'UNESCO, qu'il fallait absolument que les médias collaborent un petit peu avec les réseaux sociaux. Parce que Facebook se trouve... Zuckerberg, c'est le plus grand rédacteur en chef du monde maintenant, tu vois. Maintenant, le drame qui peut se poser, je pense que c'est un drame qui ne m'interpelle pas seulement comme journaliste, éditorialiste, mais comme éducateur aussi. C'est, je dirais, la disponibilité de n'importe quelle information. Ce que je dis là est très fragile, dans la mesure qu'à chaque fois qu'on parle de la disponibilité de l'information, ça peut vouloir dire attention à ne pas bloquer l'information. C'est pour ça que je suis sur une corde raide en le disant. Mais je crois que n'importe quelle information peut être sujette à manipulation. Donc, ce n'est pas seulement le journaliste dans la salle des nouvelles qui doit faire attention, mais aussi le consommateur. C'est pour ça que M. Duval a parlé de faire le tri. Faire le tri, c'est important, parce que nous sommes dans un monde 2017 où on reçoit de tout. Il faut pouvoir, dans les écoles, dans les universités, dans les familles, apprendre nos jeunes qui dorment avec l'appareil. Parce qu'il y a des jeunes, je peux vous dire, qui dorment avec l'appareil et qui sont tout le temps sur leur, pour utiliser un terme à la mode, addict. Eh bien, il faut apprendre à tout gérer et information. Ça peut arriver que dans une salle de classe, il y a une information qui arrive et brusquement, ça crée un émoi. Ou bien sur une cour de récréation. Vous voyez? Et il y a même des enfants qui peuvent s'amuser à mettre sur les réseaux sociaux, pour taquiner un autre, rest in peace. Et puis, des cris, des pleurs. Vous voyez? C'est pour vous dire que ça peut arriver qu'il y ait des choses. C'est pour ça que c'est important de dire aux enfants et de parler aussi aux gens, au grand public, que c'est très important, c'est très intéressant. C'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir, la liberté de l'information. Mais la responsabilité par rapport à ça est importante. Et je vous donne une dernière chose qui n'a rien à voir peut-être avec ça directement. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à propos de l'accessibilité, un enfant se retrouve à regarder un site pornographique. Cet enfant-là, je le prends, je dis, mais comment tu as pu avoir ça? Parce que c'est complexe pour aller trouver ce site. Il me dit non. Non, il y avait un cours dans la classe sur l'accouplement humain. J'ai été sur Google. Et puis, j'ai mis accouplement humain. On m'a donné des sites de recherche. Et puis, on m'a donné d'autres sites. Vous voyez? Je n'ai pas cru. Je me suis dit, mais laisse-moi voir. Fais-moi la démonstration. Vous savez, mes amis, il n'y a qu'à mettre X. Peut-être que je ne voudrais pas dire ça en plein dans la salle avec tous ces micros, toutes ces caméras. Je m'arrête ici. Mais pour vous dire qu'il y a un élément, justement, dans l'accessibilité. Donc, on doit aussi demander aux gens d'apprendre à développer cette responsabilité. Il ne faut pas bloquer l'information, mais il faut être responsable par rapport à l'information. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défendant le principe ou le droit à la liberté d'expression, dit ceci, qu'on ne doit pas être inquiété de ses opinions pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public. On a tendance à constater en Haïti, lorsqu'il y a des manifestations où les gens veulent s'exprimer, il y a toujours des casses. Jusqu'où la liberté d'expression peut-elle s'arrêter?
Et quelle est la responsabilité de l'État haïtien dans ce genre de cas? C'est vrai, il ne faut pas confondre liberté d'expression et vandalisme. La Constitution consacre le droit aux manifestations, mais il n'est écrit nulle part que les manifestants doivent casser, brûler. Donc à ce moment-là, il y a des articles très précis du Code pénal qui punit le vandalisme, l'attaque au bien de l'État, au bien d'autrui. Donc là, nous ne sommes plus dans la liberté d'expression quand les gens se mettent à casser, se mettent à brûler. Donc ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. C'est vrai que des manifestations très justes, des fois, peuvent dégénérer. À ce moment-là, on parle de dégénérer. La chose a dégénéré, donc nous passer d'un stade à un autre. Donc, mais pour les casses et tout, il y a le code pénal qui prévoit des sanctions contre ceux qui vandalisent, contre ceux qui cassent les biens d'autrui, parce que l'État aussi a la responsabilité, l'État, les institutions comme la police, de protéger les vies et les biens. Quelle que soit la justesse de votre cause, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un en disant, écoutez, je réclamais un salaire de 10 gourdes alors que c'est injuste, je suis payé 5 gourdes. Ça ne justifiera jamais que vous assassiniez quelqu'un ou que vous vous attaquiez à une institution de l'État ou à un bien public ou un bien privé. Donc là, nous sommes dans le vandalisme. Je voudrais signaler une chose en disant quand même que à mettre ça à l'actif de la presse haïtienne et je pense qu'il y a un confrère sur la table aussi, ça c'est parti de sa salle de rédaction, c'est que justement, on ose aujourd'hui. Vous savez que après la dictature, tout ce qui était revendicatif était bienvenu. C'était normal, parce que son peuple qui tellement manquait de bagailles que depuis la revendiquer son droit que nous devons protéger. Et généralement, les médias ont parti pris pour les revendications, parce que c'est démocratique. Cependant, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les médias aussi mettent en question certaines revendications. Il y a une grève à l'hôpital général. Il dit c'est bon que les médecins aient des meilleures conditions de travail, mais les médias ont dénoncé tout que les gens vont mourir. Attention, attention. Dernièrement, il y a le Nouvelliste qui titrait le juteux métier, je ne me rappelle plus, d'enseignant syndical. Ça veut dire quoi? Il faut le faire, il faut oser. Parce qu'il faut oser dire que, par exemple, et c'est vrai que les syndicats ont des droits et que les journalistes sont là pour accompagner les syndicats dans leurs droits, mais aussi il faut savoir est-ce qu'il y a des enseignants qui vont travailler et qui sont payés pour travailler, est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas si vous voyez. C'est l'équilibre et je pense que de ce côté, les médias font un bel effort justement de garder cette crédibilité critique. Vous êtes contre, comme nous autres professionnels journalistes, pour empêcher que cela puisse aller trop loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette loi n'enterre pas la liberté d'expression acquise? Ok, alors je redis, je suis contre cette loi parce que j'estime qu'il y a déjà une loi qui dispose de ça. Je suis contre cette loi pour toutes les raisons citées tout à l'heure, c'est qu'on en fait un crime avec des peines très graves. Après le vote par le Sénat, alors, il faut dire que c'est encore un projet de loi, parce que ce n'est pas encore totalement voté par les deux chambres et publié par l'exécutif, parce qu'il y a encore 2 étapes qui sont importantes. La Chambre des députés doit statuer, voter, et l'exécutif, même si c'est voté, doit publier ou faire opposition pour demander des changements. Pour le moment, nous sommes à la première étape, votée par le Sénat. Moi, je crois qu'il y a eu des rencontres entre l'Association des médias haïtiens, dont je suis membre, avec les députés, pour expliquer que la loi a introduit des mauvaises choses et qu'on pourrait essayer de corriger au niveau de la Chambre des députés. J'espère que les discussions vont se poursuivre, que les dénonciations dans la presse vont se poursuivre et que tout le monde va retrouver le droit chemin. Parce qu'il y a une chose qu'on ne doit pas oublier dans cette affaire. Aujourd'hui, vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes sénateur, vous voulez de cette loi pour vous protéger, pour protéger votre famille. Hier, vous ne l'étiez pas et vous avez bénéficié de la liberté d'expression pour dénoncer ceux qui étaient en poste, qui selon vous étaient mauvais, étaient voleurs, étaient pas sérieux. Et maintenant, vous êtes élu. Demain, vous ne serez plus sénateur, député, ministre, président. Encore une fois, vous allez avoir besoin de la liberté d'expression
pour vous exprimer. Le mot qu'on n'a peut-être pas utilisé depuis qu'on est en train de se parler là maintenant, le mot pendant la dictature a été inventé par Radio Soleil ou bien Radio Lumière, c'était babouquette. Il y avait même une émission qui s'appelait Babouquette la tombée pour dire qu'enfin on peut parler dans ce pays. Babouquette là, son bail maintenant bouche bête, pour bête là, pas morder, pas manger corde, etc., pour le cas faire ce qu'on a besoin de faire le faire, pour le guider. On ne doit pas retourner à ça parce qu'au matin, vous aurez besoin de la liberté d'expression pour défendre vos droits. Je suis David Hervé Georges de la promotion éminence de IFJ et je remercie les panélistes pour tant de richesses. Ma question est la suivante. Étant donné que M. Richie a dit qu'il incombe à la société la responsabilité d'améliorer l'alphabétisme journalistique, ne pensez-vous pas, particulièrement vous, Madame Prophète, qu'il serait bien qu'il y ait un commissaire à l'information? Et dans le cas où ce serait affirmatif, quels seraient les critères d'éligibilité ou de choix de tels personnages, sachant que personne n'est parfait? Merci infiniment. Bon, je ne sais pas, ce serait peut-être à vous de développer quel pourrait être le cahier de charge d'un commissaire à l'information. Est-ce qu'on a besoin d'un commissaire à l'information? Est-ce que ça existe déjà dans des pays? Moi, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas ce que pourrait être le cahier de charge d'un commissaire à l'information. Et là, déjà, j'ai un problème avec les questions de liberté d'expression quand on me parle d'un commissaire à l'information. Quelqu'un, à mon avis, ne peut pas être un commissaire à l'information. Il y a un ministre de la Culture et de la Communication. Il y a un directeur général au ministère de la Communication. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'information, de la fabrication de l'information. Mais avoir un commissaire à l'information, d'après moi, ce ne serait pas une bonne idée, sauf si des associations comme l'association des médias, l'association des médias ou des journalistes haïtiens, je ne sais pas ce que ça pourrait être un commissaire à l'information. Et si on me présente cette idée, je vais dire carrément que je suis contre. Je suis Marie-Gerda Blanc, étudiante en communication sociale à la faculté des sciences humaines. Ma question s'adresse à M. Franz Duval. Et vous aviez donné votre position sur la question de disparition des médias de masse ou même de la presse écrite. Est-ce que cette question n'est pas liée à un problème économique, dans le sens que pour procurer un téléphone intelligent, par exemple, ça suppose un coût pour le recharger, pour l'acheter, tout ça. Et avec, dans notre pays, avec un Haïtien ou bien la majorité haïtienne qui vivent avec $2, moins de $2. Et comment? Merci. OK. Alors, je vais dire une chose là peut-être qui va apparaître bizarre. Le Nouvelliste se vend à très bon marché. Le Nouvelliste n'a jamais eu beaucoup d'abonnés ici. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'Haïtiens qui ont un téléphone intelligent en main, qui chaque matin donnent à manger à ce téléphone parce qu'ils doivent mettre des minutes. Bon, mais c'est parce que le téléphone nous a été vendu, à un certain moment. Moi, j'ai connu l'époque où c'était le téléphone fixe de la Téléco. On était 60 000 en Haïti, en tout et pour tout, avoir un téléphone à la maison. Parce qu'on déplace à Vel, ça restait à la maison. 60 000. Et tout le monde allait faire une application à la Téléco pour avoir un téléphone. Pas de gain pour nous. C'était comme ça. Aujourd'hui, n'importe qui a de l'argent peut acheter, entrer dans une boutique, acheter et en moins de 10 minutes pouvoir commencer à parler. La Téléco, à l'époque, même quand vous aviez tous les contacts, dans le meilleur des cas, ça prenait une semaine pour que le téléphone ait commencé à marcher. Moi, je crois qu'il y a cet attrait des nouveaux appareils, cet attrait de la technologie, cet attrait de ce que Apple, parce que c'est Apple qui a lancé la mode, ce téléphone avec qui on peut tout faire. Moi, je crois que ça va continuer. Je crois que l'Internet, parce que derrière la révolution des téléphones, il y a ce qui s'est passé avec Internet avant. Internet a apporté une certaine facilité, une certaine disponibilité, 24 heures sur 24, de ces nouveaux moyens d'information. Avant Facebook, il y avait i5. Enfin, il y avait toujours quelque chose depuis la naissance d'Internet pour nous permettre de communiquer entre nous. Avant i5, il y avait tout simplement l'email.
je mettais quelque chose dans mon email et j'envoyais ça à quelqu'un d'autre qui l'envoyait à quelqu'un d'autre. C'est une route qui continue et le Nouvelliste qui avait 2 publications régulières, Ticket Magazine qui était devenu un quotidien et le Nouvelliste qui était un quotidien a décidé il y a quelques mois d'arrêter totalement Ticket sur papier pour que Ticket n'existe plus que sur Internet, que sur le numérique, que la version dématérialisée. Mais ça n'a rien changé dans la vie du journal. Il y a toujours la même quantité d'employés, la même quantité de journalistes, on fait le même travail. Tout simplement, il n'y a plus de présentation papier. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas si le Nouvelliste qui a 119 ans sera encore disponible en version papier. Mais on va continuer à donner de l'information, on va continuer à présenter les nouvelles, on va continuer à faire le travail de journaliste parce que c'est notre ADN. Le support n'est qu'un support. À un certain moment, il n'y avait pas de presse écrite sur la terre. Les gens se parlaient par tam-tam, par messager, enfin, il y avait pigeon voyageur, enfin, il y a toujours eu des moyens pour communiquer. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens qu'on dit modernes. Demain, il y aura d'autres moyens modernes. Parce qu'en réalité, la modernité, ça ne s'arrête pas. Et il y a de cela 10 ans, si vous n'aviez pas un BlackBerry, vous n'aviez pas de téléphone. Aujourd'hui, si vous aviez un BlackBerry, on vous rit. On rit de vous. Bon, c'est pour vous dire que même à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce n'est pas l'argent qui décide, c'est l'envie qui décide. En réalité, les gens trouvent l'argent pour acheter le téléphone parce qu'ils en ont envie. Et le journal qui est moins cher, on ne l'achète pas. Mais on a l'information aujourd'hui dans son téléphone, on peut parler, on peut faire plein de choses. Moi, je crois que cette révolution va continuer. Je suis Régine Pierre de Radio Mélodie et ma question s'adresse à M. Duval précisément. Alors, la liberté d'expression, c'est le droit d'exprimer ses opinions par tous les moyens qu'on juge opportuns. Et la caricature, l'usage des caricatures, c'est aussi un moyen qui des fois peut être choquant, peut être mal interprété. Alors, la question, c'est pourquoi les journaux, ils s'autorisent à publier les caricatures? Bon, on le fait parce que c'est justement une façon de s'exprimer. C'est une façon différente de s'exprimer. Les journaux ont toujours eu, mais vraiment toujours eu, depuis que la presse écrite existe, la presse imprimée existe, l'attitude de mettre des illustrations, de mettre des gravures, de mettre des photos et de mettre des dessins de presse. Le dessin de presse fait partie, comme l'article, de ce que le journal a pour donner son opinion. Dans certaines publications, le caricaturiste participe aux réunions de rédaction pour savoir de quoi on parle, où est-ce qu'on va, et c'est une décision éditoriale. Maintenant, c'est une autre façon de faire. La plupart du temps, ça vous fait sourire. Si vous êtes la cible, bon, peut-être vous devenez un peu plus acide. Mais moi, je vous dirais quelque chose qui est peut-être surprenant. Des autorités, des fois, réclament leur caricature dans le Nouvelliste parce que tant que vous n'avez pas votre caricature, c'est qu'on peut qu'au chef. Tant qu'on ne vous a pas pris dans une de ces petits dessins, c'est que vous n'êtes pas encore quelqu'un. Parce qu'ils sont très rares, ceux qui sont caricaturés, et il se trouve que c'est une étape. Ici, j'ai connu un ambassadeur américain qui a fait, le Nouvelliste avait fait la caricature, ce n'était pas une caricature joyeuse, mais il a pris ça comme cadeau de départ parce qu'il a trouvé que c'est une autre étape dans sa vie d'ambassadeur que d'être caricaturé. Ça sert et c'est l'expression de la liberté, c'est une façon de présenter les informations. Moi, je crois que heureusement qu'il y a de la caricature parce que souvent, et c'est vrai, les Chinois avaient raison quand ils disent ça, une image vaut 1000 mots. Une simple caricature dans le Nouvelliste dit beaucoup plus de choses qu'un article. D'ailleurs, la caricature dit plus que ce que l'article pourrait dire. Je voulais ajouter une chose par rapport à ce que tu as dit. Et même dans les pays étrangers, là en France, quand quelqu'un apparaît dans les Guignols, une émission Les Guignols de l'info, eh bien, la personne considère que je suis maintenant dans les Guignols de l'info. Donc, ça veut dire qu'il y a parlé de moi tous les soirs, etc. C'est une technique de la communication aussi que le fait que vous parlez de vous. Tu vois, même si c'est pour rire. Tu vois? Donc, je pense que c'est très, très important, ce genre de truc. Et en même temps, vous savez que dans les journaux, parfois les caricaturistes, comme les journalistes qui écrivent, sont là, écoutent les nouvelles et dessinent. Et parce qu'ils suivent aussi l'information autant
que les journalistes qui font le travail avec leurs plumes. Donc c'est très important la caricature. Maintenant, on aura le temps dans une autre situation de voir, et je pense que Franz peut-être est de ceux qui pensent qu'on peut rire de tout, d'accord? Et il y a d'autres personnes qui pensent que peut-être est-ce qu'il y a des limites, ça c'est un autre débat. Madame Emily Prophète, vous avez parlé de la liberté d'expression et qu'il s'agit d'un droit tangible, alors qui peut être suspendu à un moment de la donnée par l'État. Vous dites qu'à partir de 2010, et les réseaux sociaux ont constitué principalement une sorte d'autonomie de l'information. Pour moi, je pense que c'est du point de vue micro. Lorsque je dis micro, c'est parce que l'effet que ça fait à l'inverse est beaucoup plus considérable. Parce que à l'inverse, je vois qu'ils sont beaucoup plus utiles en tant que couloir de manipulation. Si je prends exemple, lors des élections par exemple, là et dernièrement, alors en France, vous avez vu qu'un ensemble de médias se sont penchés à travers les réseaux sociaux en faveur d'un candidat. France 24, Le Figaro, Express, ils ont favorisé et imposé un candidat dans l'opinion publique jusqu'à l'accession finale à la magistrature suprême. Ensuite, j'ai deux petites questions. La première, c'est pour vous, Madame Prophète. Et comment, comme vous l'avez dit, comment parler de liberté d'expression lorsqu'il y a cette vulnérabilité du métier de journalisme? Ensuite, ma deuxième question, c'est tout à fait lié à la question de l'éducation. Nous savons que René Cassin est français et faisant partie de la commission qui a rédigé les droits de l'homme dans les Nations Unies, il a dit qu'un individu ne pourrait jouir de ses droits s'il n'a pas reçu dans le passé un minimum d'éducation et de culture. Ici, je vois que la liberté d'expression est pratiquement limitée à la question des médias, mais pour s'exprimer réellement, il faut avoir la capacité d'analyser. Il faut avoir un minimum d'éducation par le passé. Comment concilier ou parler de liberté d'expression dans un pays où l'analphabétisme est à un si haut niveau, où les gens ne comprennent rien dans ce qui se passe réellement dans la vie publique. Merci. Et j'espère que M. Richie Dessay, qui a intervenu un peu sur la question, va m'éclairer un peu. Merci. J'ai dit qu'à partir de 2010, et c'est parce que c'est à partir de cette date-là que je l'ai senti, il y a eu comme une sorte d'autonomie de prise en charge de soi par les citoyens, les votants, qui n'ont pas suivi les consignes et des consignes sibyllines qui étaient données par des médias qui, pendant très longtemps, ont fait l'opinion en Haïti. Par exemple, moi j'étais à un certain moment à Radio Haïti, il y a d'autres médias dont je ne citerai pas les noms, ce sont des médias qui font l'opinion. En 2010, certains médias disaient carrément qu'il faut voter Mirland Maniga, et d'autres disaient qu'il faut voter un tel, mais ils n'étaient pas nombreux, les médias qui disaient qu'il fallait voter Michel Martelly. Mais sur les réseaux sociaux déjà, on sentait que ça se passait, que ça allait se passer comme ça. Parce que les gens prenaient des positions, surtout les personnes jeunes, et ces personnes ont exprimé l'envie d'un changement. Ils ne voulaient plus des politiciens traditionnels. Et voilà comment a émergé Michel Joseph Martelly, qui est devenu président de la République. Mais les leaders d'opinion disaient non, écoutez, un chanteur, écoutez, voilà ce qu'il a dit dans le passé, etc. Mais les gens voulaient qu'il y ait une autre proposition, qu'une personne toute neuve, entre guillemets, arrive sur la scène politique. Et les réseaux sociaux ont permis très tôt de déceler ce choix des gens et
Et on a eu Michel Martelly comme président de la République. Bon, il y a eu aussi autre chose autour. Moi, je parle surtout du deuxième tour des élections. Et comment parler de liberté d'expression vu la vulnérabilité des journalistes? Et c'est là que je dis dans mon exposé que la liberté d'expression, que cette situation constituait un danger pour la liberté d'expression. Parce que les journalistes sont très vulnérables. Il faut qu'on parle du statut du journaliste, des salaires minimums pour cette catégorie. Là, je ne peux pas achever le débat, je ne peux pas épuiser la question pour dire voilà ce qu'il faut faire. Mais c'est un fait et cela fragilise la liberté d'expression et tous ceux qui réfléchissent sur les questions des médias, de la liberté d'expression, savent que c'est un véritable problème, la vulnérabilité des journalistes qui sont vraiment très mal payés dans certains médias. Et l'éducation et la culture pour jouir de ses droits, je suis d'accord qu'il faut un minimum d'éducation et de culture. Il faut connaître ses droits déjà pour pouvoir en jouir. Il y a une campagne d'éducation civique à faire. Évidemment, il y a la campagne d'alphabétisation, l'intégration des citoyens dont il faut se préoccuper, mais il y a aussi une campagne d'éducation citoyenne qu'il faut faire pour que les gens puissent prendre conscience de leur humanité. On a besoin aujourd'hui que la plupart des Haïtiens prennent conscience de leur humanité. Je ne peux pas être au milieu des immondices, je ne peux pas vivre dans les fatras parce que je suis une personne. Donc cette campagne d'éducation citoyenne peut aider et aussi on doit commencer à discuter de politiques publiques qui donnent accès à l'éducation et à la culture. Parce que c'est vrai, pour pouvoir jouir de ses droits, pour pouvoir prendre conscience de sa citoyenneté, il faut avoir un minimum d'éducation et de culture. Je suis complètement d'accord avec Mme Prophète. Je pense que vous avez parlé de l'éducation et la nécessité d'éducation pour être libre de comprendre la nouvelle, le journaliste, les expressions des autres. Mais je pense que les deux sont partis de le même droit, la liberté d'expression, parce que il y a la liberté de la presse. Qui est un côté, mais la liberté d'expression n'est pas seulement la liberté de la presse, c'est la liberté religieuse, mais aussi la vote est aussi une expression. Et on ne peut pas exercer cette droit complètement sans l'information qui est nécessaire. Je pense que l'éducation et l'éducation civique et sur le gouvernement, les fonctions du gouvernement, c'est aussi un droit humain qui est très important. Alors, je vois qu'on s'apprête à mettre fin au débat, mais je voudrais faire une petite précision. Selon moi, je le répète, je suis pour l'autorégulation des médias et le jugement des pairs. Ce que je veux dire par là, quelqu'un avait parlé tout à l'heure de la possibilité de mettre un commissaire à l'information, c'est à la salle de rédaction de sanctionner les journalistes qui font des choses qui ne sont pas bien. Et en principe, dans toute salle de rédaction, chaque matin, on donne un carnet, on dit aux journalistes, on va vous faire pas de fin bon, on va vous dire pas de fin ça. Et moi, je suis pour cette autorégulation. Et s'il faut que quelqu'un juge les journalistes, je veux d'abord que ce soit d'autres journalistes qui le fassent dans le cadre d'une association, mais dans le cadre tout simplement d'une salle de rédaction, comme ça se passe au Nouvelliste. Moi, je ne mets pas de limite à la liberté, je ne mets pas de limite à l'expression du travail des journalistes. Je crois que nous n'avons de limite que ce que nous nous imposons à nous-mêmes. Je suis pour l'autocritique permanente, tout en sachant qu'on fait tout le temps dans la rédaction de l'autocensure. Il y a plein de sujets dont on ne parle pas, il y a plein de choses dont qu'on ne dit pas, mais c'est de l'autocensure avant tout, ce n'est pas de la censure tout court. Maintenant, ce qui concerne, est-ce qu'il faut être très éduqué pour bénéficier de la liberté d'expression? Je crois que c'est une idée un peu dangereuse. C'est comme si les esclaves en Haïti n'avaient pas le droit de vouloir la liberté parce qu'ils n'étaient pas assez formés en 1789 et compagnie, quand la France a fait sa révolution. C'est comme si on n'était pas assez prêt en 86 quand on est rentré dans la démocratie. On n'est jamais prêt. Et c'est pourquoi la liberté d'expression, c'est un combat permanent. Il y a des étapes, il y a des batailles, on se bat, on continue, on prend plus de formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes formées en Haïti qu'il y en avait il y a 30 ans. C'est tant mieux. Il y a plus de monde qui à l'école aujourd'hui que tu as gagné, ça a 50 ans. C'est tant mieux.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 50 ans, on n'avait pas le droit d'aspirer à la démocratie, on n'avait pas le droit d'aspirer à la liberté d'expression. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de jeunes, de personnes, de femmes dans les écoles de journalisme. Moi, quand j'ai commencé au Nouvelliste en 1985, il n'y avait pas d'école de journalisme du tout. D'abord, être journaliste, c'était une passion, c'était une envie. Il n'y a aucun salaire qui peut mettre un journaliste à l'abri de la corruption. Ce n'est pas les bas salaires d'aujourd'hui qui vous font un corrompu. Vous êtes un corrompu, point. Ce n'est pas parce que les salles de rédaction ne paient pas assez que vous êtes fragile. Vous êtes fragile, point. Quel que soit le salaire qu'on donne à un journaliste, vous pouvez être corrompu. Je le répète. Maintenant, il y a l'éthique du métier, il y a les responsabilités qu'on prend vis-à-vis de soi-même, il y a le regard qu'on veut avoir dans son miroir chaque matin, qui nous met à l'abri de 2 ou 3 petites choses. Il y a la tenue d'une salle de rédaction, parce que moi, je le dis tout le temps à mes journalistes, vous prenez l'argent, je lis votre reportage, je vois que le reportage est orienté. Vous prenez l'argent, personne n'a vu que c'est orienté dans le reportage, 2 jours plus tard, on le sait, parce que la personne qui avait payé, la vient dit, ah oh, quel adjectif sont mettre moi là, on te dit belle. Parce que dès que la personne paie, la personne s'attend à quelque chose en retour. Moi, je crois que c'est tout ça qui nous permet, dans un pays aussi pauvre comme Haïti, d'avoir encore une certaine presse de qualité, malgré tout ce qu'on dit. Il y a des dérives, il y a des dérapages, il y a des erreurs, mais malgré tout, en 30 ans, j'ai vu Haïti passer de 4 ou 5 radios à aujourd'hui quasiment 700 radios. C'est ça. À Port-au-Prince, dans les villes de province, et si tout a menti, nous apprenons ça déjà. Tout à l'heure, Mme Prophète a expliqué le phénomène Martelly, mais avant le phénomène Martelly de 2010, il y avait déjà le phénomène Préval en 2006. Les grands médias, les grosses radios n'étaient pas pour René Préval en 2006. La population a fait son choix. Moi, je crois que ça arrive, c'est arrivé en Haïti, c'est arrivé récemment aux États-Unis. Les grands médias n'étaient pas pour M. Trump. Et puis la population a fait son choix. Ça arrive tout le temps, quel que soit le niveau d'éducation de la population. Et puis il y a des offres politiques. On regarde, et puis on choisit. Malgré ce que peuvent penser les journalistes. Et je crois que c'est tant mieux que de temps à autre, les journalistes se trompent, que la réalité les ramène à la réalité. Je remercie encore une fois nos amis et nos gardiens de la démocratie, Rudy Edmé, Emily Prophète, France Duval, Richie Deschaï, et bon, et non le chargé d'affaires Brian Choukan et toute l'équipe à l'ambassade. Nous sommes contents de votre présence, de votre participation, pour avoir rafraîchi nos idées et renouvelé notre engagement pour la sauvegarde et la célébration de la liberté d'expression, un droit important, fondamental, qui permet à l'homme d'exprimer librement ses pensées.